Écoutez, alors ça continue d'arriver, mais on va quand même démarrer. Alors moi, je me présente, je suis Vanessa, je suis journaliste santé et j'accompagne The Phone dans le cadre de sa mission qui est protéger, lutter contre l'hyperconnexion et protéger les enfants. C'est vraiment une mission, mais dont Jean-Charles va vous parler dans quelques instants. Je tiens à remercier le docteur Jérôme Palazzolo qui nous accompagne ce soir. Merci beaucoup, docteur, d'être là parce que vous allez pouvoir répondre probablement à beaucoup de questions que se posent les parents sur l'hyperconnexion, justement, qui est le grand sujet du jour, et la protection des plus jeunes. C'est un sujet brûlant, c'est pour ça qu'on a voulu organiser cet échange ce soir. Donc voilà. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jean-Charles qui va pouvoir vous présenter justement la mission de The Phone, parce que The Phone est une entreprise à mission et que ça a un sens et que ça s'explique. Donc Jean-Charles, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Vanessa. Donc en effet, The Phone, donc pour comprendre l'historique, a été créé par une famille, Maëlys Kanzler et Victor Bach, maman et son fils. Il y a un troisième garçon dans la fratrie qui a rencontré de gros problèmes liés aux écrans, au harcèlement, aux addictions qu'on peut avoir avec un objet tel que celui-là. Ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont décidé de trouver une solution pour le plus jeune de ses fils pour pouvoir continuer à communiquer en ayant un objet entre les mains moderne, non discriminant, facile à utiliser. Ils se sont rendus compte qu'il n'existait pas de téléphone de ce type-là et qui soit bien entendu parfaitement sécurisé pour ne pas avoir d'accès à Internet ou au contenu inapproprié. Ils ont donc décidé de se lancer dans cette aventure, de créer ce téléphone. Et ce qui est assez singulier, c'est que le statut d'entreprise à mission, alors, est peu connu et je vais prendre quelques secondes pour vous l'expliquer. En général, le statut d'entreprise à mission, il arrive au cours de la vie d'une entreprise. Là où The Phone est né pour cette mission. Donc, a pris le statut d'entreprise à mission avec une mission claire, une raison d'être officielle, puisque ce sont des statuts que nous avons déposés, qui est de protéger les enfants et en effet plus généralement toutes les générations des conséquences de l'hyperconnexion. Au-delà de cette raison d'être, l'entreprise à mission s'est posé 3 objectifs statutaires. Le premier, de concevoir et de commercialiser des téléphones portables qui visent à un usage modéré. Le second, qui est de créer un mouvement et de mobiliser autour de la nécessité d'un changement d'usage déconnecté des contenus numériques. Et un dernier, qui est d'encourager le retour à des relations plus humaines, plus réelles et de proximité. L'ensemble de ces objectifs statutaires, nous nous posons des objectifs chaque année. Nous les présentons à un comité de mission et nous présentons donc en début d'année nos objectifs, en fin d'année nos résultats. Et l'intégralité de ce bilan est vérifiée par un organisme tiers indépendant qui vient valider que nous respectons bien nos engagements d'entreprise à mission. Donc voilà, tout ça pour vous dire que The Phone est un vrai acteur engagé autour du sujet de l'hyperconnexion, des drames que ça peut générer et qu'on est vraiment là pour agir dans ce sens et donc, par exemple, à travers des actions comme celle de ce soir. Tout à fait. Donc, les dangers de l'hyperconnexion. Alors, on parle danger, évidemment. On le voit en ce moment. Alors, vous le verrez sur cette première slide, on parle de réseaux sociaux. Bon, parce qu'on sait que quand même, c'est le gros du problème actuellement. Vous voyez bien les lois qui passent. Ça bouge énormément. On en parle de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'on ne peut se départir de ces plateformes numériques qui sont clairement addictives. Alors, sur les réseaux sociaux, on le sait, on trouve tout, du bien et parfois aussi des contenus inadaptés, pour tous les publics. Parce que même nous, en tant qu'adultes, on peut être choqués. Mais alors, imaginons chez des enfants, il y a vraiment des choses auxquelles ils ne devraient jamais être exposés si petits. L'exposition massive à ces contenus, qu'ils soient neutres ou pas, a de toute façon des conséquences. Alors, on a dressé une liste non exhaustive. D'abord, on va parler des réseaux sociaux qui diffusent des contenus
qui ne sont pas adaptés, je le disais, qui prônent par exemple, enfin qui parlent de troubles alimentaires, d'automutilation, de suicide, des contenus pro-sexe ou des contenus pro-violence. Alors ça, c'est vraiment des choses que l'on voit régulièrement. Les algorithmes sont faits pour ça et donc ne savent pas si la personne qui est en train de les regarder a 18 ans, 25 ans ou 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'exagère un peu dans les âges, mais en tout cas, c'est ce qui se vérifie. Je ne sais pas si vous avez vu, le ministre de l'Éducation lui-même a créé un faux profil sur TikTok et a été exposé, alors qu'il avait annoncé avoir 13 ans, à des contenus complètement délirants. Alors, les symptômes et les conséquences de cette hyperconnexion et de ces contenus auxquels on n'est pas prêt à avoir sous les yeux, c'est de la comparaison sociale et la baisse de l'estime de soi. Ça va avec les images souvent idéalisées que l'on voit sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, évidemment, qui est un gros problème dont on parle régulièrement dans la presse avec des drames, le disait Jean-Charles. Perturbation du sommeil, on parle aussi de cette fameuse lumière bleue qui est extrêmement nocive, qui d'ailleurs aussi, on ne l'a pas mis, hein, mais on pourrait parler des effets sur la vue, la myopie qui est en augmentation exponentielle, la baisse des interactions sociales et l'isolement, évidemment, les images idéalisées, j'en ai parlé, les contenus inadaptés, on en a parlé, l'addiction, je l'ai mis en gras parce que ça va être vraiment un sujet très important aujourd'hui, baisse de la concentration, difficultés scolaires, évidemment. Donc ça, c'est vraiment les troubles, les conséquences qui peuvent être associées à l'hyperconnexion et contre lesquelles il faut trouver des solutions. En tout cas, essayer au mieux de les régler. Alors, on va passer à la slide suivante. Et donc là, je parle du cas TikTok. Pourquoi TikTok? Parce que ça reste le réseau social le plus utilisé par les jeunes et probablement le plus délétère pour les enfants. Et donc, c'est aussi le réseau social qui a fait l'objet d'un rapport de la commission d'enquête parlementaire pour analyser l'impact psychologique de TikTok sur les mineurs. Et c'est quand même assez édifiant. Alors, les enseignements essentiels, il y en a beaucoup, hein, mais exposition massive à des contenus dangereux, ça a été attesté. Algorithme conçu pour capter durablement l'attention, même au détriment de la santé. Ça, on peut le vérifier. Je ne sais pas si en tant qu'adulte, vous avez déjà été sur TikTok, vous pensez y passer 5 minutes, vous allez voir qu'au bout d'1 heure, vous y êtes toujours. Vous êtes happé et c'est fait, c'est étudié pour ça. L'amplification des troubles psychiques qui peuvent préexister ou alors même les déclencher. Une addiction numérique très répandue, c'est ce que note le rapport, et une audience massive puisque c'est la plateforme des mineurs par excellence. Alors, l'addiction numérique très répandue, c'est lié à un usage multi-quotidien, perte de contrôle, désocialisation, déscolarisation, manque de sommeil, on l'a vu, et l'anxiété en cas de déconnexion. Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que les mineurs qui ont été interrogés eux-mêmes disent que le scroll les enferme dans un terrier de lapin. Et je trouve que l'image, elle est très forte et elle est bien représentative de cet enfermement finalement qui est même conscientisé par les plus jeunes, qui s'en rendent compte, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'y aller finalement. Et alors, donc, si on peut passer à la slide suivante, on va voir Oui. que cette addiction, elle est dangereuse. Enfin, en tout cas, et là, le docteur Palazzolo va nous aider, mais en tout cas, on a répertorié différentes études pour voir si effectivement une addiction aux réseaux sociaux, à Internet, aux plateformes numériques, finalement, pouvait entraîner, avoir un lien avec d'autres formes d'addiction. Donc, c'est plusieurs études qui finalement disent un petit peu toute la même chose, en tout cas voient vraiment une convergence avec des similarités neurobiologiques avec des addictions aux substances, des associations entre addiction à Internet et consommation de substances, une vulnérabilité commune aux addictions comportementales et aux addictions aux substances, une corrélation entre usage problématique des réseaux sociaux et d'autres comportements addictifs et des comportements addictifs qui ont tendance à coexister. Donc ça, c'est vraiment 5 études différentes, mais qui finalement soulèvent un point essentiel et peut-être que docteur Palazzolo, vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y a des nuances ou est-ce que vraiment il existe des similitudes, des mécanismes aux dépendances entre écrans de façon générale, réseaux sociaux et ceux observés dans d'autres formes d'addiction?
Alors, tout à fait. Bon, déjà, merci de m'inviter à participer à cette réunion. Merci. Donc, bien sûr, alors déjà, il faut savoir de quoi on parle. Ce qui est important, déjà, dans un premier temps, c'est d'essayer de déterminer ce que c'est l'addiction. Parce que l'addiction, on en parle beaucoup et c'est pas toujours bien défini. Alors, une définition globale serait la perte de plaisir aux dépens du besoin. C'est-à-dire qu'en gros, on perd le plaisir de faire quelque chose et on a une nécessité. Mais globalement, ça ne suffit pas. Alors, il y a une dynamique justement qui se met en place par rapport à la définition de l'addiction. Peut-être vous en avez entendu parler, c'est la règle des 5 C. Alors, c'est quoi cette règle des 5 C? Premier C, c'est ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est une envie intense, irrépressible de consommer ou d'utiliser le produit, avec des pensées envahissantes et une anticipation du plaisir. Donc, pour faire le parallèle avec le téléphone, on est exactement dans cette dynamique. Hein. Et par rapport à TikTok ou d'autres réseaux sociaux, moi personnellement, je n'utilise pas TikTok, mais parce que je suis un vieux, je suis sur Facebook, mais c'est exactement pareil. Parfois, je vais me mettre à avoir envie de consommer. Premier C, c'est le craving. Deuxième C, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire que dans ce cadre, on a des difficultés à limiter ou arrêter le comportement. C'est exactement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'on dépasse le temps ou la quantité prévue. Globalement, je vais me mettre sur mon téléphone, je vais dire, bah tiens, allez, j'ai 5 minutes à tuer, je vais scroller un peu, et puis je m'arrête et j'ai passé 3 heures. Troisième C, c'est la notion de compulsion, c'est-à-dire qu'en gros, on a une dynamique de répétition du comportement de manière automatique, quasi réflexe, même sans plaisir réel. Et regardez, là encore, quand on scrolle, on a l'impression d'être complètement dans cette dynamique. Et d'ailleurs, pour information, il faut savoir que les ingénieurs qui ont inventé le fait de scroller étaient déjà dans cette dynamique-là. Hein. C'est-à-dire que ça a été inventé exprès. Quatrième C, ce sont les conséquences négatives, c'est-à-dire qu'on va poursuivre le comportement malgré les dommages sur la santé, sur les relations à l'autre, sur le travail, sur le sommeil. Donc on va continuer même si on sait que c'est pas bon. Et enfin, cinquième C, c'est la notion de conflit, c'est-à-dire que ça va induire des conflits internes, c'est-à-dire une culpabilité, et on va se dire, bon sang, j'ai encore perdu 3 heures à faire ces bêtises, voire des conflits externes avec l'entourage. Et par rapport aux enfants, ben, l'enfant va faire ça malgré le fait d'être puni par les parents alors qu'il sait que c'est interdit. Donc on le voit, on a effectivement une quasi-similitude avec d'autres types de comportements, que ce soit des addictions à des produits ou des addictions sans produits, parce qu'il existe les addictions au jeu, les addictions au travail, les addictions au sport, les addictions au sexe, par exemple. Absolument. Et est-ce qu'on pourrait s'imaginer que si effectivement on développe une addiction comme ça aux jeux en ligne, aux réseaux sociaux, etc., on sera plus enclin plus tard à développer d'autres formes d'addiction? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont prouvé que, a priori, il n'y aurait pas d'autres formes d'addiction plus intenses. Le problème, c'est que souvent, cette addiction est associée à d'autres addictions. C'est-à-dire que globalement, alors pas chez les plus jeunes, mais chez les ados, par exemple, le fait de scroller ou le fait d'avoir une addiction aux écrans, même à l'ordinateur, par exemple, peut tout à fait être associé à d'autres types d'addictions. C'est-à-dire que on va consommer de l'alcool en association, on va consommer du cannabis, par exemple. Et ça, par contre, on voit que c'est souvent associé. Par contre, a priori, ce ne serait pas la porte ouverte vers d'autres addictions plus importantes et des drogues dures ou ce genre de choses. En tout cas, c'est quand même pas extrêmement rassurant, Ah, effectivement. complètement. Merci, docteur. Alors, dans le cadre de sa mission, The Phone a aussi diligenté une étude pardon, auprès de Opinionway pour finalement connaître un petit peu les usages des smartphones, alors à la fois chez les enfants et chez les parents. Alors, on est bien là. On est bien là, pardon. Et donc, on a interrogé les parents sur leur propre gestion du temps et leurs usages des réseaux sociaux. Et en fait, on se rend compte que finalement, les parents
les adultes, de façon générale, sont quand même très accrochés à leur téléphone portable. Alors, on leur a posé la question, est-ce que vous gardez votre smartphone, votre téléphone pendant vos moments en famille? Et en fait, il s'avère que 32% disent qu'ils passent du temps dessus quand même, malgré le temps en famille, pour des recherches, regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, etc. 32% qui restent attentifs aux messages et aux notifications. 25% qui les gardent uniquement pour les urgences et 11% seulement qu'ils ne les utilisent pas du tout. Donc ça veut dire que quand même, nous adultes, on est assez enclin finalement à avoir les yeux rivés sur notre téléphone, même lorsque nous sommes en famille. Alors sur les réseaux sociaux, les parents sont 78% à les utiliser tous les jours et Facebook arrive en tête, hein, vous le disiez, mais ça c'est une question de génération, docteur Palazzolo. Effectivement, c'est plus Facebook chez les plus âgés, on va dire, les aînés que nous sommes. Est-ce que, docteur Palazzolo, le comportement des parents vis-à-vis des smartphones peut influencer celui des enfants? Est-ce que finalement, on donne un bon ou un mauvais exemple, sans vouloir faire culpabiliser tout le monde, évidemment, mais on peut quand même se poser la question. Et oui, et malheureusement, l'influence du comportement parental, là, elle est majeure. Alors, à plusieurs titres. Déjà, on en parlait à l'instant, tout ce qui va concerner la modélisation directe. C'est-à-dire qu'en gros, un parent hyper connecté va normaliser ce comportement. C'est-à-dire que l'enfant qui voit son père ou sa mère toujours sur le téléphone, bah, il considère que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et on le disait, ce qui est vraiment problématique, c'est par exemple le fait d'être à table et que chacun est sur son téléphone. Et l'enfant qui voit ça, bah, pour lui, c'est tout à fait normal. Ensuite, deuxième élément, c'est tout ce qui va concerner la disponibilité attentionnelle réduite. Et ça, il y a un terme anglo-saxon là-dessus, c'est ce qui s'appelle le parental phubbing. Et c'est quoi le parental phubbing? C'est ignorer l'enfant au profit du téléphone. Alors, si vous voulez des exemples, allez dans les parcs où vous voyez les enfants qui jouent et ce que font les parents en général. Hein. Bon, c'est vrai que le fait d'aller au parc, c'est pas ce qu'il y a de plus distrayant pour les parents, mais malgré tout, vous voyez tous les parents sur le téléphone. Ensuite, il y a également des études qui ont été faites sur la notion d'attachement et de régulation émotionnelle. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que lorsqu'il y a le téléphone entre nous, eh bien les interactions sont beaucoup moins qualitatives. C'est-à-dire que on est beaucoup moins attentif à ce que l'enfant va nous dire, on est beaucoup moins dans l'échange. Et ça va donner un gros impact sur le développement socio-affectif de l'enfant. Parce qu'il faut quand même rappeler que le développement émotionnel, c'est un développement qui se fait en interaction. Donc là, vu qu'il y a moins d'interaction, les parents donnent beaucoup moins de notions émotionnelles à leurs enfants. Et puis enfin, c'est aussi une notion, ce qu'on appelle de normes implicites, c'est-à-dire que l'enfant apprend ce qui est acceptable en observant. C'est-à-dire, ou disons les choses différemment, ça va être compliqué pour des parents de dire au gamin ne te sers pas de ton téléphone alors que les parents le font devant lui. Donc dans ce cadre, on s'aperçoit, mais ça c'est au niveau éducatif, au niveau comportemental, au niveau cognitif, que finalement le comportement parental, il est souvent beaucoup plus déterminant que des règles explicites. C'est-à-dire plutôt que de dire ne fais pas ça ou fais ça, c'est pas mal de montrer l'exemple dans ce contexte. Quoi. Évidemment. Merci beaucoup, docteur. Alors, si on passe à la slide suivante, on va parler maintenant des enfants. Donc, dans cette même étude qu'on a réalisée, enfin que The Phone a réalisée avec Opinionway, on a un chiffre qui dit que 69% des parents interrogés équipent leurs enfants d'un premier téléphone pour qu'ils puissent être appelés en cas de problème. Bon, c'est logique, hein, tous les parents qui ont un enfant qui commence à rentrer au collège, bon, décident de se dire que c'est le bon moment pour l'équiper d'un téléphone. Enfin, pas forcément d'un smartphone, mais en tout cas d'un téléphone. Et en tout cas, c'est l'objet. Si jamais tu as un problème, tu pourras me joindre et je pourrai t'appeler aussi.
Sauf que quand on leur demande la perception qu'ils ont, en tout cas de l'usage qu'en font leurs enfants, alors quand ils ont un smartphone entre les mains, on se rend compte qu'en fait, c'est pas téléphoner, c'est pour 80% prendre des photos ou des vidéos, pour 69% écouter de la musique, pour 69% encore jouer à des jeux mobiles, pour 59% regarder des vidéos, pour 49% effectuer des recherches sur Internet. Donc en fait, on se rend compte qu'un smartphone, c'est jamais un simple téléphone, puisque rapidement, il ouvre à des pratiques nombreuses et finalement difficiles à encadrer. Donc ça, encore une fois, je le répète, hein, c'est vraiment la perception qu'ont les parents de l'usage que font leurs téléphones, mais quand même, on se rend compte que c'est quand même un paradoxe, c'est-à-dire on donne un téléphone, on achète un téléphone, on équipe son enfant pour pouvoir être joint et joindre, et finalement, on lui donne accès à d'autres divertissements. Voilà. Donc, les limites et les difficultés des parents, évidemment, il faut les évoquer parce que c'est pas pour être culpabilisant, hein, justement, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué d'encadrer ça pour les parents. Donc, voilà, les parents, c'est leur plus grosse difficulté en général, c'est la limitation du temps d'écran et la gestion des conflits familiaux. Ça, c'est vraiment, c'est ce que disent souvent d'ailleurs les utilisateurs du The Phone dans les commentaires qui nous reviennent, c'est plus de conflits autour du temps d'écran, plus de conflits à la maison là-dessus. Et ça, c'est super parce que c'est toujours 5 minutes de plus, 5 minutes de plus, 5 minutes de plus. Finalement, au bout d'une heure, ça commence à créer un petit peu des petites tensions. L'autre difficulté des parents, c'est protéger les enfants contre ces risques en ligne, hein, finalement. Ça, c'est très compliqué puisqu'on ne peut pas tout contrôler. Les contrôles parentaux, on le sait, peuvent clairement être déjoués. Trouver l'équilibre aussi entre l'autonomie de l'enfant et le contrôle parental. Les impacts des écrans sur la santé, on en a parlé largement avec le docteur Palazzolo et notamment de ces formes d'addiction, des troubles du sommeil, la sédentarité évidemment, hein, puisque l'activité physique, elle baisse quand même avec ces nouvelles générations, et la santé mentale, hein, qui est véritablement un grand sujet, une grande cause nationale d'ailleurs. Donc ça inquiète beaucoup. Et finalement, je le disais tout à l'heure, la culpabilité et le stress parental face au numérique, parce que finalement, c'est toujours compliqué, hein, d'être un parent, de donner accès à ses enfants à un téléphone, à une télé, de pouvoir tout interdire, tout contrôler, c'est extrêmement difficile. Voilà. Alors, ce qui peut être quand même relativement rassurant si on passe à la slide suivante, c'est qu'on peut agir. On peut agir en étant évidemment aidé, accompagné. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que les effets de l'hyperconnexion peuvent finalement être réversibles. Quand on lève le pied, l'attention, elle peut se remuscler. On dit ça aussi pour informer les parents dont les enfants auraient déjà eu accès à un téléphone, parce que nous, on le voit, hein, parfois à 12, 13 ans, on leur a offert un smartphone, et finalement, quand on revient à un téléphone plus simple, ça va, ça marche, ça fonctionne, ça le fait, parce que l'attention, elle se muscle, et on peut retrouver sa capacité de concentration. Le sommeil, il se répare aussi. La lumière bleue, une fois qu'elle disparaît, la mélatonine, elle reprend son rôle. Le stress redescend aussi. On calme le circuit de la dopamine qui est lié au like, au scroll. Donc, on redevient capable d'apprécier des plaisirs simples. Alors, il y a différentes études qui le disent, mais là, il y en a une sur laquelle on s'est plus particulièrement appuyé, qui disait qu'il fallait entre 48 heures et 72 heures de déconnexion partielle pour observer une baisse réelle du cortisol, qui est l'hormone du stress. Cette méthode, elle était assez intéressante parce qu'en fait, elle s'est appuyée sur une IRM fonctionnelle avant et après. Donc voilà. Je ne sais pas, docteur Palazzolo, pardon, vous pourriez nous en dire deux mots justement pour nous rassurer aussi en se disant effectivement, on peut se réparer, hein. Ah, on peut tout à fait se réparer. L'élément le principal qui est noté d'ailleurs, c'est cette histoire de dopamine. C'est-à-dire la dopamine, c'est un messager qu'on a dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur, c'est-à-dire qui transmet l'information entre les neurones. Et la dopamine, elle est responsable de tout ce qui est notion de plaisir, notion de dynamique au quotidien. D'ailleurs, pour information, une substance qui fait augmenter énormément la dopamine, c'est l'héroïne. Donc, c'est pour vous dire l'impact que ça peut avoir. Et cette dopamine, normalement, on en fabrique
de manière irrégulière. C'est-à-dire vous allez faire quelque chose qui va vous faire plaisir, vous allez fabriquer de la dopamine. Là, le problème, c'est que avec le fait de scroller, avec ces écrans, avec TikTok et autres réseaux, eh bien, on a de la dopamine qui est fabriquée de manière pulsée. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on va scroller, on va avoir une attente par rapport à l'image ou au petit film qui va arriver, et une satisfaction quand ça arrive. Donc imaginez en gros, j'exagère à peine, qu'à chaque fois que vous scrollez, vous envoyez un petit shoot de dopamine au niveau cérébral. Et globalement, on n'est pas du tout programmé pour avoir ça. Et c'est d'ailleurs ce qui est la base de la dynamique de sevrage lorsqu'on arrête de scroller, lorsqu'on met de côté le téléphone. Donc en fait, ce qu'on va essayer de rechercher, justement en coupant un petit peu et en mettant à distance cette dynamique de téléphone et justement de scroller tout le temps, c'est justement de revenir à une fabrication de dopamine un peu plus adaptée, c'est-à-dire en lien avec l'environnement et pas du tout nécessairement en lien avec un comportement où on va booster cette dopamine. Et vous savez, le plus gros problème, c'est que le fait de booster comme ça cette dopamine, eh bien, il n'y a pas de phénomène de satiété qui se met en place. C'est-à-dire qu'en gros, on peut rester à booster cette dopamine indéfiniment jusqu'à épuisement littéral au niveau physique et au niveau psychique. Alors que habituellement, dans nos conditions, quand on a fait quelque chose qui nous fait plaisir, on s'arrête et on a une notion de satiété, chose qu'on n'a pas avec le téléphone. Donc ça, c'est vraiment la problématique. Et ce qui est intéressant, justement, c'est ce qu'a prouvé ces études, ce que prouvent les études en IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel, c'est une IRM du cerveau qui permet en fait de voir les zones qui se mettent à fonctionner ou qui fonctionnent pas. On s'aperçoit en fait que après à peine 2-3 jours de restriction, eh bien les choses reviennent à la normale, ce qui est très positif pour le pronostic. Ce qui est problématique parce que pas tout le monde est capable de se déconnecter du téléphone. Oui, tout à fait. Alors, on a quelques chiffres sur la slide suivante. Alors, 10,3 ans, c'est l'âge moyen déclaré à partir duquel les parents autorisent le libre accès au smartphone. Donc, c'est quand même relativement jeune. Et ensuite, on a mis des chiffres un peu plus chocs sur la dépression qui a augmenté vraiment chez les ados en passant d'environ 4% en 2010 à 10% en 2022. 590 000 cas de dépression attribués à l'usage excessif des réseaux sociaux, 799 suicides supplémentaires projetés. Donc, c'est des chiffres assez sombres, mais effectivement, on ne peut pas les ignorer. La santé mentale, elle est grande cause nationale. On l'a dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a une étude récente qui est sortie qui dit même que désormais, elle inquiète plus que le cancer. C'est vraiment aussi ce que vous constatez, j'imagine, docteur Palazzolo. Ah, complètement. Si vous voulez, il y a plusieurs éléments qui convergent par rapport à cette inquiétude vis-à-vis de la santé mentale. Déjà, c'est pas une vision de l'esprit. Il y a une réelle augmentation des troubles dans tout ce qui concerne l'anxiété, la dépression et particulièrement post-pandémie. C'est-à-dire, on a vraiment vu, suite à la pandémie Covid, une augmentation justement de la prévalence de ces pathologies. Ensuite, il y a quand même une hypervisibilité via les médias et les réseaux sociaux, c'est-à-dire on en parle beaucoup plus et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, les jeunes en parlent beaucoup plus que nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole se délie un peu par rapport à cette problématique et on est beaucoup moins stigmatisé. Rien que dans le fait d'aller voir un psychiatre, il y a encore 20 ans, on allait voir le psychiatre, c'est qu'on était fou. Aujourd'hui, on peut être anxieux, on peut être déprimé, on va voir le psychiatre. Et puis, il y a également tout un phénomène là, actuellement d'insécurité existentielle, c'est-à-dire par rapport à l'instabilité économique, par rapport à la crise du climat, les crises géopolitiques, l'incertitude de l'avenir. En gros, il n'y a qu'à regarder les informations pour voir que la santé mentale peut être impactée. Donc, tout ça pour dire que ça, déjà, ce sont des éléments environnementaux qui peuvent expliquer cette problématique de santé mentale. Et puis, comme vous le disiez à l'instant, parfois, ça inquiète même beaucoup plus que le cancer. D'abord parce qu'il y a une charge cognitive permanente qui est liée à cette hyperconnexion en continu. Ensuite, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une perception de proximité, c'est-à-dire en gros, ça peut m'arriver à tout moment. C'est-à-dire que globalement, si j'ai une bonne hygiène de vie, si je fume pas, le cancer, ça va pas trop m'inquiéter. Par contre, la problématique d'altérer ma santé mentale, ça peut arriver à tout le monde.
Également aussi, ce qui fait un petit peu peur par rapport à cette problématique de santé mentale, c'est qu'il y a quand même une difficulté à objectiver et à contrôler ces troubles. C'est-à-dire, on peut même se poser la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la normalité? Quand est-ce qu'on est malade ou pas au niveau psychologique? Si je vous dis, ah ben tiens, vous êtes un peu fatigué en ce moment, vous avez un peu la larme à l'œil, vous êtes un peu plus irritable, vous avez un peu plus de difficulté à vous concentrer, vous êtes un peu plus triste, tous ces symptômes pris les uns à part des autres vont pas inquiéter. Maintenant, vous les mettez tous ensemble et on est dans un tableau de dépression. Donc, c'est quand même problématique. Et enfin, là aussi, par rapport à la santé mentale, on est dans le cadre d'une expérience subjective directe, c'est-à-dire contrairement à des maladies qui sont perçues comme extérieures. Si j'attrape la grippe, j'attrape l'angine ou j'ai un cancer, c'est quelque chose qui a priori est extérieur et vient me toucher. La maladie mentale, c'est quelque chose qui fait partie de moi, qui fait partie de ma structure de personnalité. Donc c'est pour ça que dans ce contexte, c'est une dynamique qui inquiète beaucoup. Et d'ailleurs, c'est important de signifier que la santé mentale est grande cause nationale 2026, mais elle l'a déjà été en 2025. Et il n'est jamais arrivé qu'on ait une grande cause nationale qui soit la même cause nationale 2 années de suite. Absolument, vous faites bien de le dire en effet. Ça prouve hein, l'importance de cette cause-là. Alors, alors maintenant qu'on s'est dit des choses assez difficiles, on a quand même des solutions. En tout cas, il y a des choses à faire évidemment pour encadrer tout ça et on est aussi là pour donner des notes positives. Alors, encadrer plutôt qu'interdire totalement, ça veut dire comprendre les usages de ces enfants pour mieux les protéger. Définir des règles claires et cohérentes, évidemment, expliquer les raisons des limites, adapter les règles à l'âge et à la maturité. Et puis, Je me permets de te oui, couper, Vanessa. On a un ou deux micros qui sont allumés. Du coup, ça peut peut-être perturber l'entente de certains. Voilà, c'était oui, juste alors pour. oui, effectivement, si les micros peuvent être éteints, c'est formidable. Voilà, ça a l'air d'être revenu, là, c'est bon. Voilà. Super. Et puis la mise en place de règles simples et stables. Alors par exemple, c'est très simple, pas d'écran pendant les repas. Évidemment, ça paraît logique, mais ça arrive encore et on le sait, on a notre téléphone, il sonne, il vibre, on regarde quand même, même les adultes. Pas d'écran avant de dormir, pas d'écran le matin avant l'école et limiter la durée quotidienne. Éviter les écrans avant le coucher, ça c'est très important. Développer l'esprit critique face au contenu, encourager les activités, évidemment. Bon, voilà, c'est des petits repères simples, on vous les donnera, on vous partagera évidemment ces conseils-là. Et c'est toujours aussi le dialogue. Il est très important de discuter avec ses enfants. Est-ce que vous avez des conseils, vous, docteur Palazzolo, pratico-pratiques finalement, à donner aux parents? Ben oui, c'est-à-dire ça reprend un peu ce qui est noté, c'est-à-dire que déjà le but c'est d'instaurer des zones sans écran, comme on disait, le repas, la chambre, les moments familiaux, ça c'est un point important, mettre en place des horaires. Et on disait pas d'écran avant le coucher parce que la fameuse lumière bleue, vous l'avez signifié, a un impact sur la mélatonine. Et la mélatonine, là aussi, c'est un messager qu'on a dans le cerveau et qui est responsable de tout ce qui est architecture du sommeil. Donc si la mélatonine est perturbée, ben, le sommeil est perturbé. Par exemple, quand on a des jet lag, c'est la mélatonine qui est perturbée. Donc, c'est vrai que ça peut impacter. Faut aussi, comme on disait pour les parents, être cohérent avec soi-même. On va pas interdire quelque chose à son enfant que on va soi-même pratiquer. C'est l'exemple du papa qui dit à ses enfants surtout ne fumez pas avec la cigarette au bec. Donc là, c'est pas possible. Ben, c'est la même chose. On va pas dire arrêtez les écrans si au moment du dîner on est collé sur son écran. On va essayer aussi de privilégier la qualité plutôt que la quantité, c'est-à-dire d'essayer plutôt d'aller vers des contenus actifs, des contenus qu'on va rechercher. Tu recherches une information, tu recherches un film, tu recherches quelque chose de spécifique, tu peux aller sur le téléphone. Maintenant, être sur TikTok où on voit des filles qui dansent ou des chats qui font miaou, ça n'a pas un intérêt majeur. Également, un point important, c'est tout ce qui va être la notion de co-usage, c'est-à-dire qu'on va regarder ou on va jouer ensemble pour contextualiser. C'est-à-dire que, par exemple, on peut regarder des petits films humoristiques, eh ben on est ensemble, on en rigole ensemble, on en reparle ensemble. C'est pas la même chose que de s'isoler complètement.
Également, souvent, encourager les alternatives, que ce soit le sport, la lecture, les interactions sociales réelles, parce qu'il y a beaucoup d'interactions sociales, mais qui sont via les réseaux. Donc, ben voilà, plutôt que de partager avec ton pote avec un casque justement devant un jeu, ben, va jouer un peu au foot avec lui et ça sera pas mal aussi. Et puis également, éviter les écrans comme régulateur émotionnel systématique. Regardez un petit peu dans la rue le nombre, alors là on parle même pas d'enfants, on parle de bébés, le nombre de bébés qui se mettent à pleurer et la maman qui donne l'écran au bébé avec un dessin animé dessus pour qu'il se calme. Ou alors au restaurant, l'enfant qui est un peu pénible et on lui sort l'écran en mettant un dessin animé. Ben non, hein, l'objectif, c'est pas du tout d'utiliser l'écran comme un régulateur émotionnel. Et finalement, l'objectif, et c'est ce que vous décrivez là, c'est pas d'aller vers l'abstinence. Je veux dire, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est pas possible de dire à quelqu'un, de dire à un gamin, sans téléphone, sans écran, sans rien, c'est pas possible. Par contre, l'objectif, c'est d'essayer de l'amener à une dynamique d'autorégulation progressive. Absolument. Alors, on a quelques outils, voilà, des sites internet sur lesquels on peut s'appuyer aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, évidemment, même si le dialogue familial et le cadre éducatif reste essentiel. On a des outils sur lesquels s'appuyer. Et on a un autre outil qui est le portail famille, finalement, qui est mis en place par The Phone, dont Jean-Charles va pouvoir vous dire quelques mots, parce que voilà, ça fait aussi partie de la mission. Donc, Jean-Charles, je vais te laisser prendre la parole pour cette dernière slide avant de passer aux questions-réponses. Mais en tout cas, ça, c'est un véritable outil qui va être mis à la disposition des parents très prochainement. Oui, tout à fait. Le portail famille, en effet, c'est un levier d'accompagnement qui s'inscrit pleinement dans notre mission et qui va être surtout très complémentaire aux produits que nous avons, que The Phone a créés pour accompagner les enfants et les familles, plus de protection des enfants dans leur quotidien. Nous, dans notre quotidien, bien entendu, on dialogue avec beaucoup de familles qui se posent beaucoup de questions, mais encore faut-il se poser les bonnes questions. Et du coup, est née l'idée de créer un espace d'accompagnement des familles autour de parcours. Et ces parcours sont justement des questions que les familles se posent. Donc, pour vous donner un exemple de 3 parcours, un parcours, si vous vous posez la question de comment intégrer un premier téléphone auprès de votre enfant, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'en ai bien compris ses usages, est-ce qu'il est prêt et quel type de moyens de communiquer je vais pouvoir me permettre de lui confier. Un second parcours, si vous avez déjà intégré un objet de communication et que vous avez besoin de le réguler parce que vous n'avez pas forcément réussi à poser le cadre nécessaire dès le départ. Et enfin, un exemple de troisième parcours qui consiste à expliquer et à expliquer les risques que vous pouvez rencontrer en ligne et donc vous donner les clés et la bonne compréhension de ces risques pour pouvoir les retranscrire à vos enfants et qu'ils puissent être très attentifs à ça. Donc ça va pleinement dans la continuité de notre mission et des objectifs structurels de l'entreprise que je vous avais évoqués au début de ce webinaire. Voilà, et bon, et alors, et puis le téléphone, évidemment, le premier, le pionnier, hein, Jean-Charles, le téléphone sans Internet, sans réseau. En fait, on fait qu'appeler, envoyer des SMS, et c'est Exact. tout. Et c'est tout. Exactement. Donc, c'est le premier levier qui a été décidé par The Phone et c'est pour ça qu'est né The Phone. Donc, en effet, c'est un téléphone qui a tout au visuel d'un smartphone, donc qui n'est pas discriminant pour l'enfant, qui a un look moderne. Au-delà du look qui est tactile et qui est donc facile d'utilisation au niveau du clavier, on n'est pas avec un téléphone à touche. Il n'y a pas besoin de contrôle parental, donc on enlève la problématique des disputes pour le temps d'écran, puisque c'est un système qui est natif dans le téléphone, qui bloque toutes les possibilités d'installer des navigateurs, des réseaux sociaux ou des messageries communautaires. Et en effet, vous pouvez uniquement appeler, envoyer des SMS, quelques réglages de paramètres, et c'est tout. C'est un moyen de communiquer, idéal pour un premier téléphone. Voilà, donc écoutez, c'est la fin et en tout cas, le passage aux questions-réponses, je crois qu'on en a eu pas mal durant l'entretien, Jean-Charles. Oui, alors là, je vais passer la main à Elsa, qui est avec nous, qui peut peut-être nous retranscrire les questions principales qui a pu y avoir afin qu'on puisse y répondre.
Tout à fait. Alors, bonsoir à tous. Donc, il y a eu plusieurs types de questions. Donc, j'ai classé un petit peu par catégorie. La première, les plus fréquentes, c'est sur la vulnérabilité à l'addiction et les mécanismes en jeu. Donc, on a eu 3 questions. Une qui demande s'il existe des prédispositions individuelles qui rendent certains enfants plus vulnérables au comportement addictif, notamment face aux écrans. Ensuite, si après une période de déconnexion, on observe un retour à la normale et si certaines personnes sont plus à risque de retomber dans des usages excessifs ou addictifs. Et ensuite, si on peut parler réellement d'addiction aux écrans ou et ce ne serait pas plus juste scientifiquement de parler de mécanismes addictifs au regard des classifications médicales actuelles, ce qu'a posé un participant. Donc, je commence, je ne sais pas si vous voulez Non, répondre on va y aller, au on va fur y et à aller au fur et à mesure. mesure. Peut-être, est-ce Ouais. que, docteur, vous pouvez nous apporter des éléments de réponse? Alors oui, par rapport à la première question, donc c'était est-ce qu'il existe une prédisposition individuelle? Ben, j'aurais tendance à dire comme dans toutes les problématiques psychiatriques. En fait, on est sur une dynamique qu'on appelle une dynamique biopsychosociale. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement des prédispositions biologiques et comme on disait dans ce contexte-là, au niveau du circuit essentiellement de la dopamine, au niveau du circuit de la récompense. Alors, par exemple, ça se retrouve dans toutes les addictions, hein, c'est-à-dire que vous prenez 10 personnes, sur les 10, vous leur faites toutes tester un toxique particulier, que ce soit le cannabis, que ce soit la cocaïne ou d'autres types de produits. Alors, le crack, c'est un peu différent parce qu'on est tous accros quasiment à la première consommation. Hein. Mais globalement, pour les autres produits, eh ben, vous en avez 8 qui vont tester et qui ne vont pas replonger et 2 qui vont accrocher à ça. Donc globalement, ben ça dit une chose au niveau biologique, c'est tout simplement qu'on n'est pas tous égaux. Et donc certaines personnes ont une vulnérabilité biologique. Ensuite, il y a une vulnérabilité psychologique, c'est-à-dire que là, ça va être la structure de personnalité. Il y a des structures de personnalité qui sont plus fragiles que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui va avoir une personnalité plutôt anxieuse, eh bien, le shoot que va donner le fait de scroller de dopamine, ça va l'apaiser. Et donc, elle aura plus tendance à y retourner. Et d'ailleurs, regardez bien, hein, ça nous concerne tous. Quand on est un peu plus anxieux, ben, on va passer beaucoup plus de temps sur les réseaux à faire des choses dans ce cadre-là, entre guillemets, pour se changer un peu les idées, mais surtout par rapport à cet aspect de vulnérabilité. Et enfin, une vulnérabilité environnementale, c'est-à-dire que ça va concerner tous les stress du quotidien. C'est-à-dire que globalement, ben, si vous avez une journée calme, zen, où vous êtes au bord de la plage, ben, vous aurez peut-être moins tendance à scroller que si vous avez eu une journée très anxiogène et très problématique. Et le soir, quand vous allez rentrer chez vous, si vous êtes tout seul, ben, vous aurez tendance à plus scroller. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a des prédispositions individuelles, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'inscrit et voilà, qu'on ne peut pas éviter. Hein. Je veux dire, c'est vraiment une dynamique globale où il y a des personnes qui vont plus déraper que d'autres. Merci beaucoup. Elsa, peut-être d'autres questions? Oui. Alors, la deuxième catégorie, c'était les réseaux sociaux et les impacts neuropsychologiques. Donc, voilà, toujours la santé mentale. Une question, l'usage des réseaux sociaux comme TikTok peut-il être un facteur de risque de troubles psychologiques ou neurologiques chez les enfants et adolescents ou peut-il contribuer directement à leur apparition? Alors, oui, à plusieurs titres. D'abord parce que chez l'enfant et même chez l'adolescent, il faut savoir que le cerveau est toujours en développement. Hein. Il faut savoir qu'on finit la maturation du cerveau aux alentours de 25 ans. Et la dernière partie qui est maturée, c'est une partie qui est devant, là, qui s'appelle le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est lui qui est responsable de tous les mécanismes d'inhibition, de tous les mécanismes un peu de gestion, on va dire, émotionnelle au sens large. Donc, globalement, s'il y a une altération pendant la période d'enfance et d'adolescence, on s'est aperçu qu'à l'âge adulte, c'était des personnes qui avaient une vulnérabilité accrue aux mécanismes de récompense, donc c'est-à-dire beaucoup plus sensibles à ça.
Ensuite, il y a également une construction identitaire qui se met en place pendant cette période. Donc, automatiquement, ça va fragiliser cette construction identitaire, en particulier, et ça, on l'a abordé dans le diaporama, par rapport à l'impact amplifié des comparaisons sociales. C'est-à-dire que déjà, s'il y a une vulnérabilité au départ, ben, le fait de voir sur les réseaux sociaux, de voir sur TikTok ou autre qu'il y en a qui sont formidables, qui sont beaux, qui réussissent tout, ben obligatoirement, on va se comparer à eux et ça va diminuer l'estime de soi. Alors là, soyons très clairs, hein, vous vous en doutez bien, tous les influenceurs qui se mettent sur les réseaux sociaux, quand on voit un petit peu ce qu'il en est en réalité, ça ne correspond absolument pas. Hein. J'ai eu en consultation quelques influenceurs, je vous assure que quand on va voir sur leur réseau, ils ont une vie de rêve, et quand ils vous expliquent un peu leur vie, moi, je n'en voudrais pas. Mais bon, ça, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours dans la capacité de prendre du recul. Et puis également, par rapport aux enfants très jeunes, on s'est aperçu qu'il y avait même des effets des écrans sur le neurodéveloppement, c'est-à-dire sur des capacités d'attention qui sont diminuées, sur des capacités de langage qui sont acquises beaucoup plus tard et sur des notions de compétences sociales. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement un gros impact qui peut donner lieu à des pathologies psy ou même des pathologies neuropsy. Bien. Très, Avec tout très ça. précis. Est-ce qu'on a encore un autre lot Oui, de alors on a questions, une question peut-être? sur la socialisation des adolescents avec, par rapport à l'usage des téléphones. Une question, quel est l'impact d'un téléphone sans réseaux sociaux, type The Phone ou téléphone classique limité, sur la socialisation des enfants, dans un contexte où des applications comme Snapchat sont devenues centrales dans les échanges au collège et au lycée? Alors Ah ça, je oui. peux peut-être me permettre de dire quelques mots compte tenu des expériences familiales et des retours qu'on a sur l'utilisation d'un The Phone. Alors c'est vrai, moi je commencerai par dire que le premier levier en général pour un enfant est demander un téléphone type smartphone à sa famille. C'est souvent justement ces raisons-là. Le fait d'avoir, même Pronote, souvent quelque chose de très utilisé. Aujourd'hui, les smartphones connectés et tous les téléphones sont interdits dans les collèges. Donc ils sont éteints 80% de la journée. Nous, ce qu'on constate comme retour d'expérience, c'est plutôt que les enfants qui ont un The Phone convertissent très facilement les autres enfants qui n'ont pas encore de solution de communiquer à avoir ce téléphone. On voit beaucoup de groupes se créer et surtout des enfants qui prennent de bonnes habitudes à ne pas avoir d'objets connectés tout le temps dans les mains, à avoir une connexion au réel beaucoup plus affirmée et à être lassés assez rapidement des groupes d'enfants qui, eux, sont complètement figés sur leur téléphone. Et ça, c'est réellement un retour qu'on a d'expérience parmi les plus de 12 000 familles maintenant qui sont équipées d'un The Phone d'enfants qui nous disent, voilà, moi, j'essaie de convaincre mes amis d'arrêter quand on va au parc, d'être tout le temps assis sur un banc et de regarder son téléphone parce qu'on a bien mieux à faire que ça. Donc, en fait, l'effet est plutôt inverse. La sociabilité revient au réel grâce à des enfants qui ont pris le parti d'accepter ce moyen de communiquer simple et non addictif et non présent tout au long de la journée. Hmm. Très bien. Je crois qu'on a fait. Alors, je sais pas, Elsa, si tu vois d'autres choses, Oui, mais après, il y a des questions qui se recoupent un petit peu. Là, il y avait ouais, juste c'est une ça. question un peu scientifique, voilà, sur s'il existe des recherches qui montrent que l'utilisation du téléphone perturbe le cycle de la mélatonine et plus Ça, largement le sommeil chez les enfants et adolescents. Bon, on a abordé on a abordé le sujet. C'est la voilà, lumière le bleue, sujet. de toute façon. Alors, pas uniquement le téléphone d'ailleurs, hein, l'ordinateur. Enfin voilà, hein, c'est. Et il y a quelque chose qu'on a moins dit. Alors, comme il nous reste encore quelques minutes, mais on a parlé des conséquences, la santé mentale, l'addiction, le cyberharcèlement, mais il y a les troubles de la vision aussi, hein, dont on parle peu, mais qui sont hyper importants aussi, parce que le cas de myopie a augmenté de façon exponentielle, en fait. Hein. C'est peut-être moins votre créneau, docteur, mais Non, non, mais tout à fait. On voit alors oui et non, parce qu'il y a les personnes qui lisent énormément aussi, hein, qui ont des il y en a problèmes quand même, de myopie. encore. Mais ce qu'on retrouve surtout avec les écrans, c'est des problèmes de sécheresse oculaire.
Oui, qu'on c'est n'avait ça. pas avec les livres, bien entendu, dans ce cadre-là. Donc, c'est plus ce problème-là. Et pourquoi sécheresse oculaire? Tout simplement parce qu'il y a eu des études très précises, alors pour le coup en ophtalmo, qui ont été faites. Quand on est devant un écran, on cligne beaucoup moins des yeux. Et donc, on humidifie beaucoup moins l'œil. Et donc, il y a des problèmes, effectivement, à ce niveau-là. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question, une dernière question, docteur Palazzolo. Il n'y a plus de rendez-vous disponibles chez les psychiatres. Ça explose et ça, c'est une réalité aussi, il faut se le dire. Le monde ne va pas bien de façon générale. C'est sûr, et j'ai l'impression malheureusement que ça va pas aller vers le mieux. Maintenant, l'objectif, c'est justement d'essayer peut-être de développer d'autres manières de soutenir les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en psychiatrie, pour avoir rendez-vous avec un psychiatre, effectivement, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Mais par contre, il y a beaucoup plus aujourd'hui de collaboration, par exemple, entre psychiatres et psychologues. Et puis chacun va avoir sa spécificité. Et puis, il y a également maintenant l'arrivée des fameux IPA, c'est les infirmiers spécialistes, les infirmiers en pratique avancée, exactement. Et il y en a en psychiatrie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certainement, et je pense que ça va être l'avenir, une diffraction un petit peu de la prise en charge qui sera une très bonne chose. Également, même ce qu'on appelle les pairs aidants. Dans ce cadre-là, ça se met en place. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être une prise en charge qui va évoluer dans les années à venir, avec moins de possibilités peut-être de voir le psychiatre en question, mais a priori, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de nécessité absolument de voir un médecin psychiatre qui va prescrire des médicaments systématiquement. Ça peut être aussi des prises en charge spécialisées, des psychothérapies spécialisées. En tout cas, si dans l'auditoire ce soir, je sais qu'il y en a au moins une qui est psychologue, dans ce cadre-là, vous aurez du travail pour plus tard. Et tant mieux, en tout cas d'aller voir de vrais professionnels plutôt que de se renseigner sur ChatGPT, puisque ça, on a vu aussi que ça devenait un vecteur et un psy, notamment chez les ados d'ailleurs, chez les plus jeunes. Donc attention quand même. Merci beaucoup à tous. Merci Jérôme Palazzolo Merci à vous. de votre participation. On était très contents de vous avoir et vous nous avez appris plein de choses. Merci, merci Jean-Charles, merci Elsa d'avoir relayé les questions et merci à tous les participants. On espère renouveler ce rendez-vous sur un autre sujet très prochainement. Et en tout cas, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui interviennent, on essaiera de toute façon de vous répondre d'une façon ou d'une autre. Voilà, merci, très belle soirée. Bonne soirée, Merci à merci. tous. Bonne Et à très soirée. bientôt.